sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Les avocats de Karim Wade crient au complot après l'ouverture des scellés appartenant à lui et sa défunte épouse. Ces bijoux d'une valeur de 40 millions de francs CFA sont confiés à la caisse de dépôt et de consignation. Ça passe ou ça casse pour les agents municipaux et du conseil régional. Ils comptent assiéger l'hôtel de ville de Dakar ce lundi pour rentrer dans leurs fonds. Ils étaient en assemblée générale ce matin. Ouverture ce vendredi de la 23e édition de la Foire internationale de Dakar. Le Nigeria a invité d'honneur une aubaine pour le ministre du Commerce pour booster les exportations vers la première puissance économique d'Afrique de l'Ouest. En fin d'édition, le dossier culture du vendredi porte sur le Mbotou, ce petit bout de pagne qui permet de bien garder son enfant sur son dos a des vertus insoupçonnées. Voilà le sommaire de ce journal. Les développements, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Karim Wade a assisté ce matin à l'ouverture des scellés appartenant à lui et sa défunte épouse Karine. Ses avocats crient au scandale car selon eux, ces bijoux composés de 8 montres, des bagues, des boucles d'oreilles appartiennent en grande partie à sa défunte épouse. Plus de détails dans ce reportage signé Chérif Dia et Moudou Diop. Après plus de 2 heures de face-à-face avec les magistrats de la CREI, Karim Wade regagne sa cellule de Rebeuss. Il était venu assister à l'ouverture des scellés contenant des bijoux de valeur lui appartenant. Faux, rétorquent ses avocats qui attribuent la propriété de ces objets à sa défunte épouse, Karine, qui les aurait légués à ses orphelins. On a ouvert des scellés. Des scellés qui concernent quelques bijoux. Des bijoux appartenant à Madame Karim Wade et qui constituent, cela est important, l'héritage des enfants de Karim. Ces bijoux sont composés de montres de valeur, de bagues, de boucles d'oreilles entre autres, qui ont été rapatriés de France par le tribunal de grande instance de Paris suite à une commission rogatoire lancée par la CREI. Les avocats de la défense crient au scandale. On peut noter une bague de fiançailles, une bague de mariée, quelques objets, quelques autres objets, des boucles d'oreilles, des bracelets et quelques montres. Il y a à peu près 8 montres, dont les 4 seulement appartiennent à Karim Wade et qui sont des objets qui lui ont été offerts. Ces objets sont confiés à la caisse de dépôt et de consignation. Les conseils de Karim Wade comptent durcir la bataille judiciaire. C'est l'ensemble des bijoux et des montres qui tournent autour de 40 millions. Si la traque des biens mal acquis, les 600 milliards, les 680 milliards de Karim Wade n'ont ramené que 40 millions, on doit s'interroger et se poser sérieusement des questions. Et ces bijoux appartiennent à sa femme. En plus, les conseils de Karim Wade ne cachent pas leur colère contre le tribunal de grande instance de Paris qui a facilité le rapatriement de ces objets. Karim Wade doit bénéficier d'une liberté provisoire. Une déclaration de Maître C. Selon l'avocat, l'ancien ministre d'État est illégalement en prison. Il attaque le second mandat de dépôt qui le maintient dans les liens de la détention. Je propose de l'écouter au micro de Modigaï. La personne qui est détenue provisoirement présente des garanties de représentativité. C'est-à-dire que si la justice vous convoque, vous êtes présent. Quand il arrive ces moments-là, on doit vous mettre en liberté. Vous mettre en liberté, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable ou vous êtes innocent. La procédure continue. Aujourd'hui, je vous le dis, Karim Wade devait être en liberté provisoire il y a 6 mois. Parce que la loi qui organise la CREI dit quand une personne est mise sous mandat de dépôt et qu'une instruction est déclenchée, au bout de 6 mois, on doit juger la personne ou la libérer. Donc, Karim Wade devait être libéré depuis longtemps. On a inventé, et je le dis et je l'assume, un autre délit qu'on lui a collé pour continuer à le mettre en prison. Je crois que ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable, ce n'est pas du droit. Il faut le libérer provisoirement.
Je vous le disais en sommaire, les agents municipaux et du conseil régional lancent son nouveau plan d'action. Ils comptent assiéger l'hôtel de ville de Dakar ce lundi matin. Sur les 19 communes, les 5 restent encore impayés. Leur slogan, ça passe ou ça casse. Ils étaient en assemblée générale ce matin, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. président bu xeex Khalifa Ababacar Sall ñun duñu ay déchem dama ne nañu delluwaat ville de Dakar. Ils réclament leur salaire ici à la mairie de Dakar et rien d'autre. Ces travailleurs du conseil régional et des municipalités passent à leur deuxième plan d'action. La ville de Dakar sera assiégée dès lundi. Les travailleurs en ont marre de ce ping-pong politique qui est en train de se jouer et ont décidé d'aller voir le préfet par rapport à la suite. Parce que dès lundi, nous allons nous mobiliser et paralyser toute la ville et les autres villes pour véritablement que force reste à la loi. Même ceux qui ont perçu leur salaire se solidarisent. La grève sera générale. Au niveau de notre commune, à Grand Dakar, nous avons reçu nos salaires. Ça fait maintenant 3 jours, mais nous soutenons nos camarades dans leur désarroi. Ils sont dans leurs droits. Après la mairie de Dakar, une petite marche, direction la préfecture. Sur place, les grévistes veulent barrer la route, mais ils sont vite maîtrisés. Pendant ce temps, Sidia Ndiaye et compagnie s'entretiennent avec le préfet de Dakar. Une entrevue qui apparemment n'a rien donné. Nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà l'ouverture des négociations. Parce qu'il y a trop de manquements et nous n'allons pas accepter que véritablement nous soyons les agneaux du sacrifice. Nous avons rendu avec le préfet encore une fois lundi à 17h. Mais le matin, nous serons là. Toute la journée, nous serons mobilisés pour faire face aux difficultés. Et puis Khalifa Sall se prononce sur la grève des travailleurs des collectivités locales. Le maire de Dakar soutient que certaines communes n'ont pas les capacités nécessaires pour s'acquitter de leurs charges. Il précise que l'État n'a pas versé aucune somme donc aux communes, comme ça a été dit dans la presse. Je vous propose d'écouter le maire de Dakar au micro de Kolengaya. J'avais dit à l'issue d'une réunion du conseil municipal de Dakar qu'on n'est pas à l'abri de ces problèmes. Parce que la réforme initiée n'a pas réglé toutes les difficultés prévisibles. Nous avons fait l'effort à la ville de Dakar. J'ai vu un journal, heureusement mon jeune frère Yaham Mbaye, que je félicite à corriger. C'est un excellent journaliste, il est honnête. La ville de Dakar a décidé, conformément à la loi, de verser une part des fonds de dotation qu'elle devait verser aux communes d'arrondissement. Les dotations sont versées, elles représentent la moyenne de 3 ans de recettes ordinaires de la ville. Le préfet l'a fixé à 2,4 milliards. Ces 2,4 milliards, nous devons verser la quantité correspondant aux 8 mois précédant la réforme, c'est-à-dire de janvier 2014 au 31 juillet 2014. Ça fait 1,6 milliard. Sur ces 1,6 milliard, la ville a versé 700 millions et toutes les autres recettes. Donc quand j'entends dire que l'État a versé, c'est un abus de langage et ce n'est pas exact. En vérité, elles n'en ont pas les moyens. Et puis le maire de Yoff fustige l'attitude de Khalifa Sall. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, certains élus locaux privilégient le parti avant la patrie. Selon lui, la ville de Dakar seule a des problèmes de salaire. Il soutient Mordecus que c'est une façon pour eux de jeter l'anathème sur l'acte 3 de la décentralisation. Nous reviendrons certainement sur cet élément de Pape Faraning avant la fin de ce journal. Après l'OFNAC, c'est la présidence de la République qui monte au créneau pour demander aux ministres et toute autre personne donc de faire leur déclaration de patrimoine dans les meilleurs délais. Mahmoud Saleh juge que cette mesure rentre donc dans le souci de transparence et de bonne gouvernance. Je vous propose de l'écouter au micro de Moni Gaye. Ministre et tous ceux qui gèrent un budget, soit ils sont ordonnateurs de budget, soit ils exécutent des budgets, ils sont soumis à l'obligation de la déclaration de patrimoine à la prise de fonction et à la cessation de la fonction.
Ça, c'est un élément de nature qui reflète celle du président de la République, qui veut imposer une gestion transparente des ressources que nous partageons tous en tant que Sénégalais. Plus de possibilités de se servir et de ne pas servir les populations. Et puis Ibrahim Hassen du PIT recadre Mahmoud Saleh après sa sortie donnant un ultimatum aux alliés de Benno Bokk Yakaar par rapport à la présidentielle de 2017. Il estime que c'est pas à lui de fixer les règles du jeu. Il n'exclut pas de saisir le chef de l'État pour exiger plus de considération. Il s'est également prononcé sur le cas Maître Sey qui vient de rallier l'APR. Fatima Ba et Younous Diatta. Que les alliés de l'APR donnent leur position par rapport à la présidentielle de 2017. Cette déclaration de Mahmoud Saleh n'est pas du goût d'Ibrahim Hassen du PIT. Il estime que l'apériste confond les rôles. C'est pas lui le concerné. C'est le président Macky Sall qui est concerné et que c'est lui le président de l'alliance Benno Bokk Yakaar. Donc si Saleh veut être plus royaliste que le roi, cela veut dire tout simplement qu'il est conforme à sa ligne de départ à laquelle il ne s'est jamais départi, c'est-à-dire une ligne de prendre Macky en otage au sein de l'APR. Mahmoud Saleh n'en est pas à son premier coup, selon Ibrahim Hassen, qui pense qu'il constitue un danger pour le président Macky Sall. Macky ne l'a pas élu, ne l'a pas nommé directeur de cabinet politique pour qu'il joue à la police politique. Ce n'est pas à lui de jauger quel est le degré de fidélité. Non. Lui, son rôle fondamental doit être, même s'il y a des alliés qui hésitent, c'est de les aborder, de discuter, de les convaincre. Autre précision du militant du PIT, Maître Ousmane Sey ne peut rien apporter à l'APR. Je rappelle seulement à Saleh que ce même mouvement de Maître Sey était à côté de Wade, lui a fait croire monts et merveilles pour sa réélection au premier tour et on a vu le résultat. Maintenant, s'il veut faire croire à Macky qu'il peut compter sur ces alliés-là au détriment des alliés qu'ils ont mis au pouvoir contre Wade, eh bien, bon, c'est à Macky de faire son choix. La coalition Benno Bokk Yakaar prépare un séminaire. Ibrahim Hassen n'exclut pas d'interpeller le président Sall pour que Mahmoud Saleh soit remis à sa place, martèle-t-il. J'y suis et j'y reste. Aminata Touré réaffirme son ancrage au sein de l'Alliance des forces du progrès pour sa première sortie publique dans une manifestation politique. L'ancien Premier ministre appelle à une ouverture de l'APR, également une cohésion pour réélire le chef de l'État. Je vous propose d'écouter Aminata Touré au micro de Thierno Laurent Mendy et Modi Gueye. Cher ami, Maître Sey, je pense que vous avez clairement indiqué la voie. Il s'agit aujourd'hui de se mettre en ordre de bataille à côté de l'APR, à côté de la coalition Macky 2012, à côté de la coalition pour l'émergence, pour effectivement aller vers la réélection de notre futur candidat. Et évidemment, vous l'avez clairement souligné, il s'agit d'une réélection. Donc il ne s'agit pas de retourner à une situation hantée, puisqu'il s'agit d'accompagner le président de la République pour que dans la continuité historique, il puisse, à l'occasion d'un second mandat, approfondir et renforcer les succès entamés à son premier mandat. Je vous le disais tout à l'heure, donc la mairie de Yoff, le maire de Yoff, donc qui fustige l'attitude de Khalifa Sall pour Abdoulaye Diouf Sarr. Certains élus locaux privilégient leur parti à la patrie. Selon lui, seule la ville de Dakar a des problèmes de salaire. Il soutient mordicus que c'est une façon de jeter l'anathème sur l'acte 3 de la décentralisation. Plus de détails donc dans ce reportage signé par Faraning et Mardien. L'acte 3 de la décentralisation ne concerne pas seulement Dakar. Et la question fondamentale que les Sénégalais doivent se poser est de savoir pourquoi les problèmes ne se posent qu'à Dakar. C'est parce qu'à Dakar, il y a un agenda caché qu'on est en train de dérouler.
il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Il y a des communes à Thiès et une ville à Thiès. Il y a des communes à Dakar et une ville à Dakar. Il y a des communes à Guédiawaye et une ville à Guédiawaye. Il y a une commune à Pikine et une ville à Pikine. Si le cas spécifique de Dakar pose problème, c'est parce que quelque part, il n'y a pas véritablement la volonté d'accompagner les populations conformément effectivement au mandat. Notre conviction, c'est de mettre la patrie avant le parti. Et dans une circonstance pareille, nous avons effectivement quelqu'un qui met la patrie effectivement derrière les préoccupations de son agenda caché. C'était plutôt des propos recueillis par Pape Faraning. Nous parlons à présent du Gamou 2014. Les préparatifs vont bon train. Le porte-parole du Khalife général des Tidjanes exhorte les fidèles à faire preuve de discipline et invite les automobilistes à la prudence et au respect du code de la route. Abdoul Azizi Al-Amin demande en outre aux populations de Tivaouane de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Donc, je vous propose de suivre la conférence de presse, le compte-rendu donc de cette conférence de presse signée Kodeniaï. En prélude au Gamou de Tivaouane, le porte-parole du Khalife général des Tidjanes en appelle à un comportement responsable des fidèles, mais aussi à la discipline des chauffeurs. Nous lançons un appel aux talibés afin qu'ils respectent les règles de respect liées à la grandeur de cette ville. Nous les appelons à un comportement exemplaire. Nous demandons aussi aux chauffeurs d'être disciplinés sur les routes. Discipline bi nga xamni mo wara dox sen digënté ak ñi nekk ci yoon yi. Abdoul Aziz Al-Amin invite également toute la population de la ville sainte à accueillir massivement le chef de l'État Macky Sall. Gan gu day ni président de la République nga diko am. Un autre comme le chef de l'État mérite d'être accueilli. À son arrivée, nous allons le recevoir comme il se doit. Nous demandons à la population de Tivaouane de l'accueillir massivement. À quelques jours de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, la ville sainte est déjà dans la ferveur du Gamou. Le porte-parole des Tidjanes lance un appel à tous les acteurs, forces de l'ordre et disciples à un bon comportement pour le bon déroulement du Gamou. Codé, merci. Nous parlons à présent de la 23e édition de la FIDAK qui coïncide cette année avec les 40 ans du CICES, une occasion pour le ministre du Commerce de vouloir renforcer les exportations vers le Nigeria, invité d'honneur donc qui s'est fait représenter également par son ministre du Commerce. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin, compte rendu signé Aïssatou Païfal et Alioune Diagne. Le Nigeria, invité d'honneur de la 23e édition de la Foire internationale de Dakar, un choix pas du tout fortuit, car la collaboration entre le Sénégal et la première économie de l'Afrique de l'Ouest est une solution aux défis économiques du Sénégal, mais aussi un moyen de promouvoir un partenariat commercial durable, selon le ministre du Commerce. C'est le plus grand marché et la plus grande économie. Si nous avons l'opportunité au Sénégal d'avoir les acteurs nigériens avec l'économie sénégalaise, au moment où nous mettons en œuvre le plan Sénégal émergent, il faut maintenant diversifier notre production, diversifier également nos marchés, parce que c'est comme ça que nous allons créer des emplois. Nous allons travailler justement à ce que le Sénégal fasse partie des premiers exportateurs vers le Nigeria, donc des premiers, on va dire, fournisseurs du Nigeria, et naturellement faire en sorte que les Nigériens qui ont besoin de tourisme, qui ont besoin de consommer des produits agroalimentaires, qui ont besoin également de services, que le Sénégal puisse travailler avec eux. Ajoutez à cela l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun qui va faciliter davantage les échanges entre les pays de la sous-région. À 20 jours de l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun, qui consacre le démarrage d'une union douanière dans la CEDEAO, un marché de 300 millions de consommateurs. Il était important donc à la veille de démarrage de l'entrée en vigueur de ce tarif extérieur commun que nous puissions justement montrer que l'intégration, pour ne pas dire c'est la seule issue, en tout cas c'est l'issue principale pour mener un développement économique et social. Des relations commerciales qui peuvent être bénéfiques aux Africains si la collaboration se renforce. Nous devons accroître les échanges afin de faciliter la promotion économique et l'intégration entre pays africains. Cela a déjà commencé avec le Sénégal et nous devons nous y atteler avec les autres pour favoriser les échanges entre pays africains. La FIDAK, le rendez-vous du donner et du recevoir, a ouvert ses portes.
Une manifestation importante pour la promotion du partenariat économique entre pays africains. Cette année, le thème intégration régionale, levier de développement, répond à bien des égards aux aspirations des deux pays. La foire, c'est également du travail temporaire pour beaucoup de jeunes. Ils sont pour la plupart des étudiants qui servent d'interprètes. C'est un reportage signé Pape Faragning et Mardian. Au-delà du commerce, la FIDAK est aussi une aubaine pour les chercheurs d'emploi. En cette période, des centaines de jeunes attendent d'être recrutés pour gagner un peu d'argent. Parce que c'est une coopération gagnant-gagnant. Pour jaay ticket wala monnaieuse pour weccuwaate. damay xaaj moitié bi jox maire bi jël moitié. La plupart d'entre eux sont des étudiants et la demande dépend de l'offre. Le domaine de la communication et le commerce des affaires, surtout à l'heure de la foire. Faire des traductions comme il y a des étrangers qui viennent ici pour rechercher des gens qui comprennent leur langue comme l'arabe. Ils sont rémunérés journalièrement. Cette somme leur permet de régler quelques problèmes, une manière aussi pour le CICES d'offrir de l'emploi. nga ci cours bi xale yaa ngi fees foofu dell di seet ba xam liste yi affiché nañ ko wala affiché ñu ko. xale yi année bu jot loolu dafa bokk ci tradition FIDAK aussi maanaam tradition foire internationale Dakar que chaque année xale yi dañuy ñëw di wut si liggéey. Une information qui vient de nous parvenir, Maître Abdoulaye Wade n'est pas exonéré de toute poursuite judiciaire, mais le Sénégal n'a pas encore réglé le statut des anciens chefs de l'État de façon claire et nette. C'est Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice, donc, qui l'a annoncé lors de sa conférence de presse de cet après-midi. Il est au micro de Dissa Prera et Tierno Laurent Mendy. Vous savez, au Sénégal, le statut du chef de l'État n'est pas totalement réglé. Il y a un décret qui met à la disposition de l'ancien chef d'État un véhicule, un aide de camp et des indemnités. En ce qui concerne son immunité, c'est une loi. Elle n'est pas prise. Donc par conséquent, il peut effectivement être passible de poursuite. Son statut d'ancien chef d'État ne l'exonère pas de poursuite. Mais, répondant à cette question de façon précise, le Sénégal n'a pas réglé cette question. Il est peut-être temps d'avoir un statut pour les anciens chefs d'État. Et d'aucuns l'ont fait, certains États l'ont réglé, en fixant de façon définitive les montants auxquels ils ont droit, et de notre côté aussi, en leur assurant au besoin l'immunité dans certaines circonstances. Mais ce n'est pas le cas pour l'État du Sénégal. Les professionnels de la filière avicole s'organisent. L'interprofession avicole sénégalaise, en partenariat avec l'UEMOA, tient un atelier sur la promotion des échanges d'intrants dans l'espace ouest africain. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un atelier qui se tiendra les 18 et 19 décembre 2014 à Sali. Là-dessus, je propose d'écouter Babacar Ngom, le DG de la Sedima, au micro de Dissa Prera. La problématique, on va dire, qui nous réunit aujourd'hui, c'est le fait justement que certains pays un petit peu enclavés n'ont pas assez de couvoir, n'ont pas assez de production et souhaiteraient recevoir des poussins d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, qui sont plus ou moins excédentaires. Et la difficulté, c'est un peu le transport aérien. Et c'est pour ça que nous avons convié aujourd'hui les transporteurs aériens, les compagnies aériennes, appuyé en cela par l'UEMOA, qui est notre partenaire, qui nous appuie, qui nous accompagne un peu dans cette volonté de promouvoir et de développer une filière avicole performante et compétitive en Afrique. Donc nous avons tenu ce séminaire aujourd'hui sur 2 jours pour réfléchir sur cette problématique, diagnostiquer et proposer des solutions qui permettraient effectivement à des pays comme le Burkina, le Niger, le Togo, le Bénin, ces pays-là de pouvoir recevoir des poussins d'un jour dans des conditions qui soient vraiment de très bonnes conditions.
C'est parti pour une dizaine de jours de festivités pour célébrer le centenaire de la Médina. La cérémonie de lancement donc a été effectuée ce jeudi en présence du maire de la Médina et d'autres personnalités. Une occasion pour l'édile de cette commune de retracer l'histoire de la Médina. Je vous propose là-dessus de suivre ce reportage signé Kodenyaï et Younous Diata. 1914-2014, voilà 100 ans que la ville de Médina est créée. L'édile de cette ville revient sur l'historique de la localité, pleine de valeurs et d'histoire. La Médina est un quartier qui est né le 19 septembre 1914, suite à la décision du gouverneur William Ponty de déplacer une population noire dans les environs immédiats de Dakar Plateau. Il avait pris comme prétexte une maladie, la peste, pour déplacer ces gens-là. En ce moment-là, la Médina pratiquement était désertique, n'est-ce pas? Il y avait des chacals, n'est-ce pas? C'est pourquoi on l'appelait Tilène. Et que nos grands-pères qui étaient là, n'est-ce pas, étaient un peu frileux parce que c'est une zone qui n'était pas bien sécurisée. Mais Sidi Haj Malik avait prié pour eux et avait donné le nom du quartier la Médina, Médinatul Mounawar, et avait prié à Dieu que ce quartier devienne un des quartiers les plus populaires et les plus populaires de Dakar. Certains fils de la Médina ne manquent pas d'exprimer leur fierté et leur enthousiasme pour leur localité. C'est un sentiment de bonheur, de satisfaction. On a pensé faire le centenaire. Pour moi, c'est vraiment magnifique pour l'instant. Je suis content de fêter cette fête-là parce que dans ce quartier, c'est là où je suis né. Mes enfants sont nés ici. J'ai épousé des femmes que j'ai épousées ici à la Médina. C'est une fierté de revenir ici et de participer à la fête de la Médina avec le maire qui a beaucoup bossé durant les élections. Le maire de la ville de Dakar, venu assister à cette cérémonie de lancement, rend hommage à certaines personnalités de la ville, non sans témoigner de son compagnonnage avec le maire Bamba Fall. Cette cérémonie est l'occasion pour nous de rendre hommage. Parce que fêter Médina, c'est fêter ceux qui ont fait Médina, la Médina, du 19e siècle à maintenant. Mais citer uniquement les contemporains. El Hadji Ahmed Diène, Adja Aram Diène, Boubacar Seck, Samouagne, et tous ceux qui sont investis, Diafra Anne, ceux qui se sont investis pour Médina. Biram Sassoum Si, le dernier maire. C'est rendre hommage et soutenir Bamba Fall. D'autres festivités sont prévues pour les prochains jours. Les artistes ont défilé sur le podium pour assurer l'ambiance. Le mbotou, une vieille tradition toujours d'actualité, l'usage de ce bout de pagne que l'on utilise pour dorloter les enfants est tout de même moins fréquent, même s'il protège l'enfant du mauvais œil. Chez les Lébou, il a également son importance. C'est le dossier du vendredi signé Aïssatou Païfal et Modou Diop. Voilà les tissus qui servent à fabriquer le mbotou. Bien avant son utilisation, cette étoffe nécessite un travail minutieux chez le tailleur. Le mbotou, une tradition bien sénégalaise que Mère Fili Diakhaté explique. Ce tissu, c'est toute une tradition. C'est un rituel. Une fois que tu commences à mettre l'enfant au dos avec le mbotou, tu le refais systématiquement pour ton prochain enfant. Une fois l'enfant au dos, tu mets le pagne tissé dessus. Autrefois, les Lébou avaient leur méthode, bien à eux d'initier leur enfant au mbotou. Chez les Lébou, nous nous rendons d'abord sous l'arbre à palabre, faire des offrandes. Au retour, nous ramassons des bouts de bois que l'on compte, que l'on dépose sur la tête. Une fois arrivé à la maison, on donne l'enfant à sa maman qui le met au dos. C'est notre tradition. Bien avant cette initiation, il y a un petit rituel. Avant de porter l'enfant sur le dos, nous prenons un couteau que l'on fait descendre sur le dos de l'enfant ou d'une autre personne. Ce geste, on le répète 3 fois avant de mettre le mbotou. C'est aussi ce que ma belle-mère faisait. Depuis, je fais comme elle. C'est une tradition respectée. Après cela, on fait le tour de la concession pour saluer la famille. Ainsi, l'enfant prend de bonnes habitudes et respecter ses parents
proches et amis. Elle fait partie de celles qui respectent les traditions. Son enfant, elle le porte toujours sur son dos, une tradition qui lui tient fortement à cœur. Je ne fais pas comme les filles de maintenant qui utilisent des kangourous. Cette méthode protège même contre le mauvais œil. Certaines coutumes et traditions, comme le fait de mettre son enfant au dos, commencent à disparaître. Certaines femmes préfèrent la méthode du kangourou, d'autres veulent toujours garder les bonnes méthodes de grand-mère. Et cette PayFal, merci, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le temps d'image. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec votre série En Café avec, et tout de suite après, Giancarlo avec Khalifa Diakhaté. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.